Le procès de Laurent Gbagbo se poursuit devant la CPI. La défense de l'ex-président a accusé ce lundi son rival Alassane Ouattara de s'être emparé du pouvoir par la force avec l'aide de la France. Deux Sud-Africains ont été condamnés ce lundi à Johannesburg à des peines de 17 et 10 ans de prison. Ils avaient mis fin à la vie d'un Mozambicain lors d'une vague d'émeutes xénophobes en avril 2015. L'Éthiopie subit sa plus grave sécheresse depuis 30 ans et a besoin de soutien immédiat pour sauver des millions de personnes affectées. Ce sont là les propos de Ban Ki-moon en visite dans le pays. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le procès de Laurent Gbagbo qui s'est ouvert jeudi dernier devant la Cour pénale internationale se poursuit. La défense de l'ex-président ivoirien a affirmé ce lundi que son rival Alassane Ouattara s'était emparé du pouvoir par la force avec l'aide de la France. Regrettant qu'aucun responsable du camp Ouattara ne soit poursuivi par la CPI, l'avocat de Laurent Gbagbo a accusé le bureau du procureur de faire une lecture partielle des événements. Les images. Alassane Ouattara et ses soutiens voulaient se saisir du pouvoir par la force et la bataille d'Abidjan est la mise en application de cette stratégie. C'est la déclaration faite par l'avocat de Laurent Gbagbo lors d'une audience publique ce lundi à La Haye où siège la Cour pénale internationale. Rappelant l'arrestation de son client en avril 2011, après des bombardements français, l'avocat a soutenu que la France ne voulait pas d'une paix négociée entre les deux rivaux de la présidentielle. Il a accusé Paris d'avoir préparé en sous-main l'offensive qui a mené à la chute de l'ex-président, notamment en fournissant des armes aux forces pro-Ouattara, malgré un embargo décrété par l'ONU. Les communicants d'Alassane Ouattara avait construit deux figures opposées. D'un côté le bon et de l'autre le méchant. D'un côté le démocrate et de l'autre le despote. Le président Gbagbo, comme le savent tous les Ivoiriens et tous les Africains, est un démocrate. Un vrai démocrate. Un homme qui a lutté toute sa vie pour l'instauration de la démocratie. Pourquoi ne vous avoir pas dit qu'à la fin du mois de mars 2011, dans leur progression du nord au sud, les militaires et les mercenaires pro-Ouattara se sont rendus coupables de crimes abominables? Si l'on examine de près la réalité ivoirienne, on s'aperçoit qu'à aucun moment, l'ethnie n'a été un facteur explicatif. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, vous aurez à prendre en compte la complexité d'une situation que le procureur a voulu vous présenter sous un prisme binaire inadapté. Rappelons qu'à l'ouverture du procès jeudi dernier, la procureure Fatou Bensouda avait pour sa part accusé Laurent Gbagbo de s'être accroché au pouvoir par tous les moyens. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois des deux côtés des belligérants, transformant en champ de bataille certaines zones du pays. Avec son co-accusé Charles Blé Goudé, il est poursuivi pour son rôle dans la crise post-électorale de fin 2010. D'un procès à un autre, deux Sud-Africains ont été condamnés ce lundi à Johannesburg à des peines de 17 et 10 ans de prison. Ces derniers avaient mis fin de façon brutale à la vie d'un Mozambicain lors de la vague d'émeutes xénophobes qui avait secoué l'Afrique du Sud en avril 2015. Reportage. Le juge Lucas van der Schief a condamné Tito Bengu à 17 ans de prison et son complice Sifundo Mzilela à 10 ans de réclusion, tandis qu'un troisième homme, mineur, a été condamné à 5 ans de prison avec sursis et a été relâché sous contrôle judiciaire. Le juge a estimé que Bengu représentait un danger pour la société et qu'il n'avait pas exprimé de réel remords pour le meurtre d'Emmanuel Sitolé, un immigré mozambicain. Le juge a décrit ce meurtre comme dénué de sens, brutal et pas nécessaire.
Sitole avait été poignardé dans les rues du township d'Alexandra, dans le nord de Johannesburg, avant de succomber à l'hôpital. Ce crime avait été immortalisé par la photo d'un journaliste local qui avait fait le tour du monde et la une des journaux sud-africains. Sur le cliché qui avait choqué le pays, on voit clairement Bengu brandir un couteau en direction de la victime au cours d'émeutes xénophobes qui avaient fait au moins 7 morts. Les épisodes de violence contre les immigrés africains sont fréquents en Afrique du Sud, où des habitants parmi les plus pauvres accusent les étrangers de prendre leurs emplois. Le taux de chômage dépasse les 25% en Afrique du Sud, économie la plus industrialisée du continent. Déjà en 2008, de graves violences xénophobes avaient fait 62 morts. Au Niger, la campagne pour la présidentielle du 21 février a officiellement été lancée depuis samedi à minuit. Une campagne au cours de laquelle les 15 candidats en lice, dont l'opposant Ama Amadou, incarcéré depuis plus de 2 mois, devront convaincre les électeurs. Les détails. C'est officiel. Les candidats en course pour le fauteuil présidentiel nigérien ont commencé à battre campagne depuis ce samedi. Des oriflammes aux portraits géants des candidats, en passant par les fanions aux couleurs des partis, Niamey est déjà envahi par la fièvre électorale. Dites aux camarades de l'intérieur du pays de ne pas baisser. Je sais les chantages, je sais les intimidations, je sais les manipulations, je sais les pressions qu'ils subissent. Mais nous tiendrons bon. Parce que de l'isoloir, ce sera nous et Dieu, on sera seuls. Ils ne nous font pas peur. On ne voit pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils utilisent ce qu'ils veulent. Nous sommes engagés, je le répète, nous sommes très engagés. Nous allons montrer qui est MNSD Nassara et nous sommes prêts à élire notre candidat qui est Alaï Seynemou, Inch'Allah. Pour le scrutin du 21 février, 15 candidats sont en lice. Parmi eux, l'opposant Ama Amadou, toujours incarcéré. Jeudi dernier, l'opposition avait refusé de signer un code de bonne conduite pour protester contre la détention arbitraire de plusieurs de ses militants. Déjà en 2011, tous les partis avaient signé ce type de code lors des élections. Et parlons toujours d'élections présidentielles au Niger. Le président sortant Mahamadou Issoufou souhaite que la campagne électorale en vue du premier tour du scrutin se déroule dans la paix. Il a entre autres souhaité que le niveau du débat au cours de cette période soit élevé. On l'écoute. Je souhaite que la campagne se déroule dans la paix, dans l'apaisement. Je souhaite que cette campagne soit l'occasion de débat programme contre programme. Il faut élever le débat, il faut s'élever. Je souhaite que cette campagne ne se réduise pas à des insultes. Au Bénin, la diaspora nigérienne acquise à la cause du PNDS Taraya, le parti au pouvoir au Niger, était ce week-end en assemblée générale. Au menu de la rencontre, le cas Fatih Taïrou, membre dissident du bureau du parti, Joaillier Tondi et Floris Dossa. Assemblée générale tenue debout, c'est tout dit du caractère brûlant du sujet qui réunit. Le fil d'Ariane des discussions ici, la démission de Fatih Issa Taïrou du PNDS, session Bénin. Il y a quelques semaines, Madame Fatih Taïrou, qui se réclame être la présidente de l'OFT Bénin, faisait sa déclaration d'adhésion au moderne FA Lumana. Elle quitte le PNDS, car pour elle, le régime de la 7e République est un régime de dérive et autocratique. Elle insinue que les dirigeants n'ont pas d'égard pour sa personne. Celle qui est incapable de réunir et de parler à ses sœurs femmes. Peut-elle avoir la prétention d'être présidente de l'OFT? Nous rappelons à notre sœur que l'on ne devient pas président de l'OFT par la force. Toute autorité niée à l'allié d'hier, l'hémorragie supposée créée avec son départ est également remise en cause. Elle quitte le PNDS. Nous lui disons bon débarras. Elle prétend quitter Tareya avec 400 femmes, dont celle de Sekandi. C'est faux et archi faux. Nous, les femmes de Sekandi, sommes toujours dans Tareya. En témoigne le rassemblement de ce jour. La page Fatih Issa Taïrou tournée, le combat de ces femmes leaders est à la Fédération des énergies pour un scrutin à leur avantage au soir du 21 février.
Nous apportons notre soutien indéfectible aux autorités de la 7e République, avec à sa tête son Excellence Mahamadou Issoufou. Et nous nous engageons pour sa réélection dès le premier tour des présidentielles de 2016, Inch'Allah. Vive le PNDS! Et pour ce défi, elles peuvent compter sur le bureau politique du PNDS au grand complet pour sortir la tête de l'eau. On parle également d'élections présidentielles au Bénin. Les populations de Dekongbe et Godomé dans le sud du pays sont sorties massivement dimanche dernier. Objectif, une rencontre avec Sébastien Ajavon. Accompagné de plusieurs barons politiques de ces localités, le candidat a réaffirmé son engagement à se battre pour le développement du Bénin. Voici les images. En reconnaissance de la valeur de ses compatriotes, Sébastien Germain Ajavon a tenu se présenter en personne. Dans le cadre de cette sortie d'envergure, l'homme s'est fait entourer de personnalités politiques, sages, amis et parents. La Providence l'a désigné, c'est pourquoi il est là cet après-midi. Monsieur le Président, vos domaines entiers est derrière vous. Vous devez rester vigilant, vous devez vous mobiliser pour aller chercher vos cartes. Numéro 1 des chefs d'entreprise. Numéro 1 des créateurs d'emplois. Parmi tous nos enfants, tous ces enfants présidentiables, nous avons des préférés parmi eux. Et parmi tous ces préférés, nous avons choisi le président Sébastien Germain Ajavon. Sébastien Germain Ajavon, président du patronat du Bénin, dont la candidature a été suscitée du nord au sud, s'est engagé à aller jusqu'au bout de la bataille. C'est ensemble que nous allons relever le défi du chômage chronique. Nous savons au moins créer l'emploi. Quand vous demandez à un menuisier de devenir maçon, il risque d'oublier sa main dans le béton. Et vous savez que quand le béton va durcir, c'est fini pour lui. C'est ce qu'on a vécu depuis des années. Maintenant, vous avez le maçon qui est là. Mais le maçon a besoin d'aide maçon. Et c'est nous tous ici, les aides maçons. Confiantes des capacités de gestion, d'innovation et de développement de leurs candidats, les populations de la 6e circonscription de Calavi et environ sont retournées chez elles, impatientes de se rendre aux urnes le 28 février. L'Éthiopie subit sa plus grave crise de sécheresse depuis une trentaine d'années et a besoin de soutien immédiat pour sauver des millions de personnes affectées. Ainsi s'est exprimé Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, en visite dans la ville de Golcho en manque cruel d'eau. Voici le reportage. Au moins 10,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire en Éthiopie, un nombre qui pourrait doubler en quelques mois, selon des prévisions de l'ONU, plongeant 1/5 de la population dans la famine. En effet, la sécheresse causée par le phénomène climatique El Niño a fait augmenter considérablement le nombre de personnes touchées par la famine en Afrique de l'Est, notamment en Éthiopie. Je sais que cette zone a été sérieusement affectée par le fléau de la sécheresse causée par le phénomène climatologique El Niño. Mais il est important de constater que les choses s'améliorent avec la prise en charge de la situation par le gouvernement et l'aide de l'ONU. Les Nations Unies s'engagent à aider les Éthiopiens à surmonter ce défi. Ce défi pourrait durer quelques années, mais grâce à des efforts continus et concertés, je pense que nous pouvons le surmonter. Je suis très ému de voir à quel point les gens y travaillent et je vous en remercie énormément.
Nous avons toujours à l'heure actuelle plus de 120 millions de personnes à travers le monde qui ont besoin de notre aide immédiate. C'est un défi énorme pour nous. Je pense que c'est la pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Fuyant les régions les plus durement frappées, plus de 80 000 Éthiopiens ont traversé le golfe d'Aden pour fuir au Yémen en 2015, malgré le conflit qui ravage ce pays, selon des chiffres de l'ONU. Voilà qui met un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.